Et si une jeune scientifique ingrate s'injectait un sérum expérimental pour devenir une cheerleader sexy et aussi grande qu'un building? What the hell was that? Oh, c'est quelle chaîne ça? La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Hey, this looks like a cool movie. L'attaque de la pom-pom girl géante, ou Attack of the 50 Feet Cheerleader, sortie en 2012, est une comédie de science-fiction sexy, qui met quand même plus l'accent sur le côté sexy que SF, sauf si SF veut dire sexy-fiction. Film américain réalisé par Kevin O'Neill, dont c'est le 3e film après Dino Shark et Dino Croc. Il aime bien les dinos, le monsieur. Pas étonnant donc que sa pom-pom girl fasse la taille d'un tyrannosaure. Sauf que là, on veut bien finir avalé par la créature. Mes orteils ont la taille de porcelet bien gras. Produit par le très prolifique Roger Corman, ce film de 80 minutes bénéficie d'un budget d'1 million de dollars. Bah alors, Roger, on s'est embourgeoisé? Le film est même tourné en 3D, sûrement pour mettre en valeur les paires de pompons et le travail de gymnaste des actrices. Freddy du fessier, tourne! Le film est d'ailleurs édité chez nous en DVD avec, hélas, en simple guise de bonus, la bande-annonce. Alors à poil! À poil! À poil! À poil! J'aurais adoré une featurette qui nous montre le travail de la costumière. C'est un détournement évident du classique du fantastique, L'attaque de la femme de 50 pieds de 1958. Un classique dont vous connaissez forcément l'affiche surutilisée dans les décors de nombreux films ou séries, films cultes en noir et blanc qui en son temps représentaient l'ascension grandissante du féminisme. Et oui, les femmes n'ont pas attendu les années 2020 pour nous casser les couilles, pour mettre en avant leurs droits et lutter avec courage et conviction afin d'imposer un respect et une équité qui leur est due. D'autres y verront le simple désir de la femme d'écraser l'homme au sens figuré comme au sens propre. Et c'est intéressant comme image. L'attaque de la femme de 50 pieds connaîtra un remake en 1993 avec Daryl Hannah. Une fois de plus, on y retrouvera l'idée de la femme s'imposant face à la gargantuesque entité patriarcale. C'est un mot que j'adore, gargantuesque. On a rarement l'occasion de le placer dans une conversation. Sujet maintes fois parodié à travers les films, les séries et les films et les séries d'animation. Et aussi sur des sites pour grandes personnes. Car oui, apparemment, voir une personne grandir démesurément aide certains hommes à faire de même. Il s'agit là d'une paraphilie, comprenez, une attirance sexuelle qui diffère de la norme. Une paraphilie qui s'appelle la macrophilie. J'ai dit macrophilie, cherchez pas pour l'autre, Personne n'a développé d'attirance pour lui. Il n'existe aucun mot pour désigner une paraphilie le concernant. Par contre, pour sa femme, ça s'appelle la gérontophilie. Ou de l'archéologie. Les macrophiles trouvent donc leur plaisir dans l'idée d'un fétichisme de l'écrasement, de la vénération du pied, à l'idée également d'être pressé contre le nez d'une géante. Je vous avoue que c'est pas la première partie à laquelle j'aurais pensé. D'être mangé par une personne géante, ce qui s'appelle la voraréphilie. Il existe aussi la sténolanie, qui elle vénère les muscles du dit géant. Je vous avoue que même dans un second temps, c'est toujours pas la partie du corps à laquelle j'aurais pensé. T'es la version féminine de Hulk. Et les gars, avec une femme de cette taille, c'est enfin le moment de le trouver, ce foutu point. J'ai également découvert que plus communément, c'est surtout le fantasme d'être dominé par cette entité immense qui susciterait ce désir. C'est dommage que maintenant, il lui faille un équipement de spéléo pour coucher avec toi. Et pourquoi je vous parle de paraphilie? Outre le fait que ça m'amuse, c'est parce qu'ici, avec l'attaque de la pom-pom girl géante, existe les discours féministes. Nous sommes dans le fantasme bien régressif. J'ai une petite question. Ça s'applique au lolo? Le film commence bien en s'ouvrant sur un générique à la 007 sur une chanson type cheerleading avec épellation des mots. Ici, c'est le mot attaque qui est épelé, de la première à la dernière lettre. C'est ce que j'appelle une épellation intégrale. Vous me direz que ce n'est peut-être pas une grande idée non plus, mais c'est déjà une idée et c'est pas toujours gagné d'en avoir dans ce genre de production. Premier plan officiel du film, des culs. Vous avez toute mon attention. C'est très joli les culs. On remarquera dès le départ que les cheerleaders ne sont pas hyper doués et que la pelouse est visiblement faite en béton armé. Oui, après c'est pas un vrai défaut, c'est de l'humour. C'est de l'humour, Afin de ne pas décevoir sa maman, elle-même ex-cheerleader, Cassie est en quête de popularité et ne désire qu'une seule chose. D'être à la hauteur. Mais Cassie est rejetée, car elle est laide. Bah oui, elle est intelligente et elle porte des lunettes. Mais qu'est-ce qu'elle est laide?
Ah, cette faculté qu'ont les Américains de nous faire croire qu'il suffit d'avoir une paire de lunettes devant les yeux pour être complètement invisible. Mais les temps ont bien changé depuis. Ah, mais elle a aussi quelques boutons sur la trogne, hein, notre héroïne. Bon, ok, là, ça donne quand même moyen envie de manger en face d'elle à la cafette. D'ailleurs, pour une scientifique, ça ne lui est apparemment jamais venu à l'esprit d'ouvrir une bouteille de Biactol ou de deviner qu'aller à une audition de cheerleading quand on est aussi souple qu'un parpaing, ce n'est pas la meilleure des idées. Audition à laquelle elle se rend accompagnée de son amie Jet, la nana cool et indépendante. Défonce tout. Hello! Toi, tu es tout à fait mon style, beaucoup plus que toutes les pouf-pouf girls du film. Ok. Je vais donc t'élire officiellement mon crush du film. Non, non, non. Non. Elle est tarée, celle-là. T'approches plus de moi. Ah, Mais c'est un bio pourtant. M'en fous. Et je l'aurais lubrifié avant. lâche-moi. T'es complètement barre. T'approches plus de moi. Raté. Y a quelqu'un pour m'aider? Ok, on en reparlera peut-être, parce que je me sens pas encore prêt comme ça à m'investir dans une relation longue durée avec une végane. Un petit creux? Sans façon. Ok. Se plantant dans les grandes largeurs à l'audition, Cassie est humiliée, et même si elle n'est pas prise dans l'équipe, pour elle, c'est le pompon. Pompon? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Cassie retourne au laboratoire de sciences auquel il doit manquer quelques subventions quand on voit qu'ils sont obligés de remplacer les badges par des étiquettes avec leur prénom écrit au feutre et en très gros pour être sûr que leurs collègues se rappellent bien de leur nom. Oh, on les emmerde. Cassie y travaille en binôme avec Kyle, jeune homme timide et évidemment attiré en secret par Cassie, la vraie, la seule, l'unique, celle qu'elle est réellement et profondément au fond d'elle, la gourdasse pustuleuse à lunettes. Écoute, le point pas mal, mais on l'emmerde aussi. Tous deux travaillent sur un sérum de beauté. Ça tombe bien ça alors! Mais ils n'en sont qu'au stade expérimental sur les animaux. Brigitte Bardot ne décolère pas une fois de plus. Ils ont d'abord commencé sur une souris, qui a l'air d'être passée dans un hachoir à légumes, et qui aujourd'hui ressemble enfin à une vraie souris comme toutes ses consoeurs. En d'autres termes, le sujet passe de l'aideron à trop chou. Et Cassie aussi veut ressembler à ses consoeurs de la sororité Zeta Mu. Elle met toute son intelligence au service de sa superficialité et s'injecte le produit. Non sans faire tomber quelques gouttes sur le sol, pile au moment où une petite araignée dégueulasse pléonasme s'aventurait par là. Eh ben, il a l'air bien clean ce labo. Mais on y reviendra, parce que le film est en train de nous préparer un setup payoff qu'on ne voit pas du tout arriver. Cass va donc très vite gagner en poitrine, parce que, on le sait tous, beauté rime avec gros néné. Et vive les gros nichons. Et elle va aussi devenir extrêmement compétente en gym. Parce que c'est bien connu qu'être bonne te fait devenir flexible, alors que normalement c'est plutôt l'inverse en fait. Ses boutons disparaissent, ses cheveux se lavent et se coiffent tout seuls, et le sérum aura même pour effet de lui donner du goût, vestimentairement parlant. Ça va coûter un bras en pharmacie, ce produit miracle. Bien utilisé, je suis sûr que ça peut même remonter les baloches et supprimer le bégaiement. Tout de suite galvanisé par sa nouvelle popularité, Cass se casse et délaisse ses études scientifiques et rentre dans la sororité. Oui, les féministes, je sais que vous voulez mettre fin à ce genre de cliché, mais par pitié, celui-ci, n'y touchez pas, ne soyez pas des monstres, on a vraiment besoin de croire en celui-là. Et à peine arrivé, on comprend pourquoi notre prix Nobel a choisi cette nouvelle vie faite de solidarité et de respect. J'ai dit entrer les gourdasses avant que je vous arrache les nichons. Prix Nobel n'est accepté qu'en tant que bisu et elle devra se comporter comme une chienne. Mais l'animal. Oh, quoique, en y réfléchissant bien. Devenu imperméable aux effets de l'alcool et doué d'une dextérité hors du commun, en tout cas dans les milieux canins, Prix Nobel remporte les épreuves haut la patte, mettant ainsi en rage Brittany, la pouf-pouf girl en chef, aussi superficielle qu'agaçante. Et à ce niveau-là, elle est balèze. On comprend pourquoi elle a été élue par toutes les autres consoeurs de la sororité. Mais les effets secondaires vont bientôt compliquer la nouvelle vie idyllique de Prix Nobel qui grandit encore et encore, et encore, et encore, ce qui en est de même pour la petite araignée du début du film. On ne s'y attendait tellement pas. T'es une grande fille maintenant, Cassie, débrouille-toi. Elle doit donc se rendre à l'évidence, il faut faire marche arrière, mais le pourra-t-elle avec sa rivale au basque et les vilains responsables du laboratoire qui veulent se servir d'elle comme d'un cobaye? Pom 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 girl. Le scientifique puceau et la matrice de cucurbitacées vont faire leur possible pour venir en aide à leur ami.
Mais là ne s'arrêtent pas les rebondissements, puisque Brittany vient jouer les chaudasses pour obtenir plus d'infos sur les secrets de beauté de son adversaire et se retrouve maladroitement avec des seringues plantées directement dans les nichons. Oui, là on est quand même sur du haut niveau de maladresse. Devenant à son tour une infernale géante, Brittany jouit tout court dans un premier temps, puis de sa nouvelle et furtive popularité. Mais son caractère de Yorkshire constipé la rend tout de suite antipathique auprès d'un public qui prend peur. C'est alors que Prix Nobel entre sur le terrain pour un combat pas piqué des hannetons. C'est marrant, mais je focalise plus du tout sur les FX. Suite à quelques prises sûrement enseignées dans un dojo, nos Pouf Nobel et Poufias se retrouvent dans une position délicate. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est le moment où le concombre pourrait avoir une vague utilité. C'est juste une suggestion. Alors ça, c'était un coup bas. Ça c'est bien léger. Ouh, ça doit faire mal. Non, ça, c'était un coup bas. La gentille gagne, reprend sa taille normale, redevient Prix moins belle, mais se fait emballer à la fois par une banderole de supporters et par le puceau de service qui a quand même prouvé sa bravoure et mérite bien de se la sortir enfin du fourreau. Je sais pas ce que ça veut dire. Disons qu'il te fourre le burrito, qu'il te débroussaille le minou. Quant à la méchante Brittany, l'univers lui fait payer les conséquences de ses actes en se retrouvant accidentellement miniaturisé par un effet spécial qui n'en est pas un, mais juste une triche de gamin de primaire pour faire croire qu'elle est maintenant de petite taille. Mais je suis déjà debout. Tout est bien qui finit bien, la morale est sauve, la Pouf en chef est humiliée et le spectateur n'a que quelques courbatures au poignet. Je trouve votre sens de l'humour particulièrement lourd et peu professionnel. Alors côté FX, on est sur des effets extrêmement visibles, mais qui comparés à ceux de production type Asylum passent plutôt pas mal. Tu m'étonnes. On se contente souvent de surélever l'actrice, mais la triche ne passe pas si mal. Le réalisateur évitera toujours les interactions entre sa géante et le petit peuple afin d'économiser sur les FX. Si vous n'êtes habitué qu'aux effets spéciaux de Transformers ou d'Avatar, vous risquez quand même l'anévrisme oculaire. Je crois que mon aorte vient de faire dans mon froc. Côté baromètre, pas de quoi fouetter une Ah, t'as dit quoi? T'as bien entendu. Mais le film n'est pas avare en lingerie et nudité. J'ai rien à mettre. Les filles sont plutôt bien faites, ou devrais-je dire refaites, et devraient régaler quelques braguettes. Soyez pas choqués, on parle de série B. Le sexe, le sang, Eros et Thanatos. Nos pulsions les plus primaires, les meilleures. Désolé de vous le dire, mais votre tenue a quelque peu réveillé mon petit courtin. Dégueulasse. D'ailleurs, c'est côté sang que ça pêchera le plus, puisque le film n'en propose pas. C'est pas le fluide le plus répandu ici. Parce que si votre petit oiseau ne voit ne serait-ce que la lumière du jour, je vous le couperai avec une vieille pince coupante rouillée. Côté humour, si on ne surine pas dessus, les gags prêtent tout de même à sourire gentiment. Alors qu'il est, son vagin sert de caisse de résonance. Une grande carrière de yodel s'ouvre à toi. On passe de la vanne qui détourne les codes habituels. Je vais t'expliquer. J'y crois pas. Tu te fous de moi? Tu t'es injecté un sérum expérimental pour épater des pom-pom girls au QI d'huître? À la vanne bien trouvée. À la vanne potache amusante. Sérieux, je suis la version salope de la Statue de la Liberté et tu me sors nos problèmes. À la vanne bien grasse. Cette fille, c'est un mastodonte. Oh, mais sexy. Sexy, le mastodonte. C'est une montagne, tu veux dire. Et je vais la monter comme le mont Everest. Kilimanjaro's là, ouais. Occupe-toi du matos. Oh, t'en fais pas pour ça. Mais peut-on leur en vouloir? Qui n'a jamais eu envie de gravir le mont Everest? Le film est souvent considéré comme un nanar. Mais je n'aime pas ce mot pour ce type de film que je préfère appeler des nanarques. Contraction de nanar et arnaque. Oui, j'ai le même quotient intellectuel que Cassie. Impressionnant, non? Assumant des défauts évidents et flirtant volontairement avec l'étiquette nanar pour qu'on lui pardonne ses faibles qualités d'acting, de mise en scène, etc., il s'inscrit plutôt dans la catégorie de la comédie à petit budget, tout simplement. Je crois que ce cher Ringarman a peut-être bien raison. Mais oui, ok, ça a des allures de nanar, dans le fond. Là où l'attaque de la femme de 50 pieds était un symbole féministe, ici le film réduit la femme à l'état d'objet et à un ramassis de clichés. Mais pas la peine de gueuler contre les mecs, n'oublions pas que les femmes font très bien ça toutes seules sans notre aval, comme le prouvent les sororités et les réseaux sociaux. Ouais, y'en a marre, à un moment, tout est pas de notre faute. Ici, Cassie est avant tout superficielle à cause de sa propre mère qui fait un transfert sur sa fille.
Mais soyons francs, le film n'essaie pas d'avoir un message bien tranché, ça ne fait qu'habiller un peu plus le scénario, son but premier étant surtout de nous divertir. L'histoire se tient malgré les nombreuses débilités évidentes. On remarquera même un auto-clin d'œil de la part du réalisateur. Oui, il a dû comprendre qu'aucun autre réalisateur lui ferait un clin d'œil, donc il a décidé de faire ça lui-même. Côté casting, le rôle principal de Cassie est tenu, petite tenue même, par Jenna Sims. Elle est ici introduite pour la première fois à l'écran. À l'écran. Vous la reverrez plus tard, ou pas d'ailleurs, dans L'attaque du requin à 3 têtes et Sharknado 5. On n'est pas près de la voir aux Oscars, la petite Jenna. La grande Jenna. Le rôle secondaire de la maman de Cassie est tenu par Sean Young, rescapée de Blade Runner et Ace Ventura, actrice que j'ai toujours beaucoup de mal à reconnaître personnellement. Mais tant mieux pour elle qu'on ne la reconnaisse pas puisqu'elle n'a accepté le rôle que parce que sa carrière était déclinante et qu'elle avait besoin d'argent. Ah bon, on n'accepte pas ce genre de rôle quand on est au sommet de sa carrière. Roger Corman déclarera que Sean Young était très bien dans son interprétation mais que le rôle n'était pas fait pour elle car elle était trop belle pour être la mère. Bah alors Roger, on avait encore le drapeau qui se dresse en 2012 ? Question existentielle, est-ce que cela veut dire que quand on devient mère, on perd sa beauté ? Toujours secondaire mais un peu plus principal quand même, Treat Williams, qui lui aussi est sûrement venu pour combler quelques dettes. Oui, parce qu'il a des traites. Williams. Vu dans Hair, Un cri dans l'océan ou même 127 heures. C'est drôle ça, pourquoi personne ne cite jamais l'Empire contre-attaque dans sa filmo ? Parce qu'il n'y fait qu'un rôle non crédité en tant que soldat de la base Echo. C'est pour ça qu'on ne le cite pas. Sauf moi. Sacrée revanche, n'est-ce pas ? Applaudis. Également au casting, la peu prolifique Olivia Alexander qui joue dans 30 Nights of Paranormal Activity with the Devil Inside the Girl with the Dragon Tattoo. Va vraiment falloir que je le rattrape pour un futur Watch the Fuck celui-là. Elle est également l'interprète de 3 titres pas dégueux sur l'OST. On comptera aussi au casting Ted Raimi, frère de Sam. Oui, il a un frère, heureusement, sinon ce serait Raimi sans famille. Whoop, whoop. Wow. Et les apparitions de John Landis et Roger Corman. Pour ma part, en tant qu'amateur de ce genre de série B, je trouve l'entreprise plutôt correcte. On pourra toujours regretter que des millions d'idées ne soient pas exploitées, mais mieux vaut une tentative inaboutie que pas de tentative du tout. On remarquera aussi des faux raccords honteux comme celui de Tiff qui passe de cheveux détachés à attachés d'un plan à l'autre. Me dites pas que vous l'aviez pas remarqué, vous regardiez où à ce moment-là ? On remarquera aussi qu'après s'être montrée nue, elle s'enveloppe dans une serviette de bain environ 5 secondes avant d'enlever la dite serviette de bain. Tu es blanc, tu es belle. On remarquera également qu'après avoir été attaquée par l'énorme araignée, Tiff se présente à l'entraînement des Pom-Pom Girls avec un bandage sur la jambe gauche, mais que lors de la course annuelle de la sororité, elle a bandé la droite. Après, bander à droite, bander à gauche, avec les années, c'est quelque chose qui arrive. C'est dû à une usure du ligament triangulaire médian. Donc oui, je vous conseille le visionnage de cette série B, si vous savez dans quoi vous vous engagez, et si vous avez le niveau intellectuel du bulot en rut. Bon, je crois que c'est tout pour moi, là. J'ai plus rien en stock. Et n'oubliez pas que si vous voulez aider la chaîne, il faut mettre de grands pouces, des méga commentaires, et même si vous ne savez pas quoi dire, des ultras emojis suffiront. Et pour les grandes fortunes qui regarderaient cette vidéo, il existe toujours un lien Tipeee dans la description, où vous pouvez faire le don titanesque de votre choix. Tous les bénéfices iront à la recherche contre le cancer des testicules, alors dégage, sale cancer. Lâche-nous un peu les ballons. Car votre soutien à une chaîne YouTube est ce que les pieds sont à Quentin Tarantino, la nudité alignée à Quigley et les canettes de soda au travail des urgentistes. Et on se retrouve bientôt pour le numéro 3. Ce n'est pas une promesse, c'est bien une menace. Un cornichon la prochaine fois. Pourquoi il fait cette tête ?